Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de mon mémoire qui porte sur la pratique du travail social en contexte de soins palliatifs pédiatriques, que je vais appeler là, pour le reste de la présentation les SPP. Donc, je vais vraiment passer à travers toutes les parties de mon mémoire, c'est-à-dire la problématique, le cadre théorique, la méthodologie, les résultats et analyses, puis finalement là, une brève conclusion. Donc, pour mettre un peu en contexte, selon les normes en matière de soins palliatifs pédiatriques québécoises, les SPP sont des soins actifs, complets, qui englobent autant les dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Puis c'est des soins qui visent à assurer la meilleure qualité de vie pour l'enfant et sa famille. C'est des soins qui peuvent être intégrés très rapidement, là, donc dès que la vie de l'enfant est menacée, si c'est pertinent. Donc, des suivis qui peuvent vraiment se faire à long terme, là, ça peut même se faire sur plusieurs années. C'est souvent en lien avec des conditions médicales complexes et caractérisées par souvent caractérisées par une incertitude pronostique. Selon les normes, ce sont des soins interdisciplinaires centrés sur l'enfant et sa famille. Par contre, le respect de ces normes-là va grandement dépendre des pratiques professionnelles et interprofessionnelles, des pratiques qui demeurent encore peu questionnées, peu étudiées à ce jour. En ce qui concerne l'interdisciplinarité, on comprend ça comme étant un regroupement d'intervenants de plusieurs disciplines différentes qui vont travailler ensemble à une compréhension globale d'une personne. C'est donc un modèle de travail en équipe qui va avoir un effet identitaire sur les professionnels, qui va amener une co-transformation. Il va y avoir une interdépendance des analyses et des solutions dans le but de répondre à des situations complexes, comme on le voit souvent là, en SPP. Ça demande des frontières flexibles entre les différents professionnels. Par contre, on sait là, que dans le réseau de santé et services sociaux québécois, ça va davantage être vécu comme étant de l'échange d'informations plutôt qu'une interdépendance. Quand c'est bien actualisé, l'interdisciplinarité est associée à une amélioration de la qualité des soins, à une amélioration de la communication entre les équipes et les patients, à une augmentation de la satisfaction générale de toutes les parties prenantes et à une meilleure gestion des ressources humaines, entre autres. Malgré les avantages qui y sont associés, l'interdisciplinarité reste une source de défi là, pour plusieurs personnes. Donc, il y a peu de formations là, en lien avec l'interdisciplinarité, puis ça reste un fonctionnement, comme j'ai mentionné plus tôt, qui est peu documenté. Il y a certains chercheurs qui se sont intéressés à quelles caractéristiques, quel phénomène qui va influencer la qualité des relations interprofessionnelles. Donc, il y a les qualités individuelles. On parle ici plus précisément des habiletés à communiquer, de l'ouverture à l'inconnu, de la tolérance à l'incertitude, puis toutes les compétences reliées à la gestion des conflits. Ça demande aussi des rôles qui sont bien définis, compris, valorisés et souples. Et c'est aussi souvent plus facile à actualiser dans des contextes où il y a peu de hiérarchie entre les différentes professions. Par contre, on sait qu'encore aujourd'hui, il y a des incompréhensions de rôle entre les différents professionnels, puis il existe des inégalités entre les professions. Il faut considérer que chaque profession a sa propre culture, ses propres valeurs, ses attitudes, et que cette culture-là, bien, elle peut devenir une barrière à la collaboration interdisciplinaire. Les valeurs, c'est souvent quelque chose qui est implicite, peu discuté, donc ça devient encore plus difficile de remettre ça en question. Et ce qui fait en sorte là, que les professionnels en soins palliatifs vont souvent vivre des conflits sur la base de défense du territoire professionnel. D'ailleurs, là, il n'y a pas de consensus dans la littérature sur la place que devrait prendre chaque professionnel dans les soins palliatifs. En ce qui concerne les travailleuses sociales, selon le code des professions de manière générale, là, le travailleur social, c'est le professionnel qui va évaluer le fonctionnement social dans une perspective d'interaction entre la personne et son environnement, en intégrant une réflexion critique là, sur les aspects sociaux qui influencent la personne. En ce qui concerne les SPP plus précisément, ça reste un rôle relativement nouveau et peu étudié. Selon les normes, on va dire que les travailleuses sociales répondre aux besoins psychosociaux aux côtés des psychologues. Donc, c'est une définition assez large. On ne va pas vraiment plus loin que ça.
Et d'ailleurs, il n'y avait aucun travailleur social qui était dans le groupe de travail responsable de la rédaction de ces normes-là, et il y en a peu là, qui ont été consultés. Il y a une étude qui a été faite en 2005 par Gidon concernant le rôle des travailleuses sociales spécifiquement en SPP. Elle en identifiait 5. Donc, un rôle de consultante clinique, de membre d'une équipe interdisciplinaire, de soutien pour les enfants et leurs familles, de défense des droits et intérêts et un rôle d'accès pour l'accès, un rôle d'aide, pardon, pour l'accès aux ressources. Par contre, c'est la seule étude spécifique sur le sujet qui date un peu, là, puis qui était fait à partir de questionnaires écrits. Les pratiques des différents professionnels vont avoir des conséquences sur les enfants et leurs familles, bien évidemment, entre autres sur leur implication. Malgré l'émergence de différents discours éthiques sur la question, l'implication des patients et des familles représente encore un défi, là, notamment en raison de la difficulté parfois pour certains professionnels de faire la balance entre leurs objectifs et ceux des patients et des familles. Ça a encore été peu étudié en dehors de la diade parents, enfants et médecins, et surtout en lien avec les pratiques interdisciplinaires. Ce qui m'a amené à vouloir documenter la pratique des travailleuses sociales en contexte de soins palliatifs pédiatriques à partir de 5 objectifs. Premièrement, de décrire les pratiques des travailleuses sociales. Deuxièmement, d'explorer comment elles négocient leur place dans le contexte interprofessionnel des SPP. Troisièmement, d'explorer ce que peut représenter la centralité de l'enfant et de la famille dans leur pratique. Quatrièmement, d'identifier les rôles des travailleuses sociales. Et cinquièmement, d'analyser l'influence de leur socialisation professionnelle dans leur pratique. Au sujet du cadre théorique, donc je conçois les professions comme étant quelque chose qui est en mouvement. Donc oui, c'est un groupe de professionnels qui va partager des attitudes, des valeurs, des comportements, mais c'est quelque chose qui est en mouvement et selon les milieux, les contextes, les relations qui va évoluer. J'ai donc choisi l'interactionnisme symbolique comme cadre théorique qui se base sur 3 principes. Les gens agissent selon le sens qu'ils donnent aux choses et aux situations. Ce sens est le produit de leur interaction sociale et finalement, ce sens est modifié à travers un processus interprétatif utilisé par tous les individus pour faire face à ce qui leur arrive. Donc, dans ce contexte-là, le comportement individuel ne va être ni tout à fait déterminé, ni tout à fait libre, puis il s'inscrit dans un débat permanent qui va autoriser l'innovation. J'ai aussi utilisé 2 concepts. Premièrement, la négociation, qui fait référence aux différentes façons qui permettent aux acteurs et actrices de faire avancer les choses à travers des interactions, que ce soit de manière implicite ou explicite, donc à travers des échanges, des accords, etc. Et comme deuxième concept, le pouvoir, qui est compris ici là, comme étant l'échange déséquilibré de possibilités d'action, c'est-à-dire de comportements entre un ensemble d'acteurs individuels et ou collectifs. Le concept de pouvoir a peu été pris en considération dans le cadre des relations interdisciplinaires. Au niveau de la méthodologie, il y a 6 entrevues individuelles qui ont été réalisées auprès de 6 travailleuses sociales. Ça s'inscrit dans un projet de recherche qualitatif exploratoire et à la suite des entretiens, il y a une analyse thématique qui a été réalisée. Sur les 6 travailleuses sociales, il y en a 4 qui pratiquaient dans un milieu hospitalier et 2 dans un milieu communautaire. À ce sujet-là, c'est important de spécifier là, que les 2 du milieu communautaire sont vraiment spécialisés en SPP, tandis que les 4 du milieu hospitalier, les soins palliatifs pédiatriques, c'est seulement une partie de leur pratique. Ce n'est pas leur spécialité. Elles vivent dans un contexte où il y a une équipe de SPP avec laquelle elles vont collaborer selon les familles qu'elles suivent. Les 6 avaient un baccalauréat en travail social et il y en a 3 qui avaient poursuivi des études à la maîtrise, soit en travail social, soit à la maîtrise en psychothérapie. Il y en a 3 qui étaient âgés entre 20 et 35 ans et 3 entre 35 et 50. On va maintenant passer aux résultats là, que je vais présenter en fonction des objectifs de mon mémoire que j'ai mentionnés plus tôt. En ce qui concerne la formation et la préparation à travailler en contexte de SPP, l'ensemble des travailleuses sociales rencontrées ont mentionné qu'elles se sentaient, qu'elles ont été peu préparées en fait par leur milieu
académique à travailler en contexte de SPP et même plus largement là, en contexte de mort, de maladies graves et de deuil. Donc, elles sentaient là, que les rares occasions d'apprentissage qu'elles avaient eues relevaient surtout d'expériences personnelles ou des choix de parcours qui leur appartenaient. Outre le fait de pas se sentir préparé, le manque de formation peut aussi faire en sorte que la façon d'aborder les SPP va changer d'une travailleuse sociale à l'autre, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça peut faire en sorte qu'il y a des angles morts dans la pratique de certaines travailleuses sociales. Par exemple, on sait que l'enjeu de la transition vers les soins adultes, c'est un enjeu de plus en plus grand en SPP, mais il y a seulement une travailleuse sociale qui en a parlé, puis c'était une travailleuse sociale qui avait aussi travaillé chez les adultes, donc elle avait une comparaison, puis était au courant de cet enjeu-là. Ici, vous avez une citation là, de Kim qui mentionne que pour elle, le plus grand défi, c'était vraiment le manque de connaissances en SPP qui faisait en sorte qu'elle ne se sentait pas nécessairement outillée à intervenir à travers certains malaises. Au sujet des rôles des travailleuses sociales plus spécifiquement, j'en ai identifié 7. Donc, les 5 premiers sont en cohérence avec l'étude de Jones que j'ai parlé plus tôt. Donc, un soutien, un accompagnement des familles, un rôle de liaison entre les partenaires et les ressources externes, un rôle de liaison entre la famille et les équipes médicales. Donc, souvent, elles vont s'assurer que les différents besoins, les valeurs sont respectés et elles vont remettre tout ça là, en contexte. Elles vont aussi soutenir les professionnels, notamment là, quand les professionnels se sentent impuissants dans certaines situations. Elles vont défendre les droits et volontés des familles. Puis, vous le remarquez peut-être, là, les travailleurs sociaux ont vraiment rapporté que leur rôle était davantage auprès des familles plutôt qu'auprès des enfants. Donc, dans certains cas aussi, là, dans certains milieux, en fait, c'était même un mandat formel. Donc, c'est vraiment prévu que le travail social était auprès des familles plutôt que l'enfant. Puis, ça va être d'autres professionnels souvent qui vont être interpellés à travailler auprès des enfants quand c'est nécessaire. J'ai aussi identifié le rôle d'accompagnement, en fait, de garder la mémoire de l'enfant vivante, donc de participer à créer des souvenirs et à garder des traces de ces souvenirs-là. Ça, c'était un rôle très important, rapporté comme étant très important pour les familles. Et aussi, en ce qui concerne les travailleuses sociales spécialisées en SPP, elles ont mentionné un rôle de transfert et de développement de connaissances liées au SPP. Donc, par exemple, de développer des formations, de participer à des conférences, etc. Donc, en ce qui concerne la place distinctive du travail social, les travailleuses sociales étaient abordées pour dire qu'elles se distinguaient par le fait qu'elles ont une vision globale et systémique de la vie des familles, puis qui apportent aussi un œil critique qui permet de défendre les droits des familles et des personnes avec lesquelles elles interviennent, ce qui est en cohérence là, avec le cas des professions. Euh, Cependant, la plupart là, ont aussi dit qu'il y avait souvent de la misère à distinguer de manière très précise euh, leur rôle par rapport aux autres. Et cette difficulté-là s'observait souvent en lien avec d'autres professions sociales ou particulièrement là, avec l'équipe des SPP. Donc, une des travailleuses sociales mentionnait, par exemple, que la collecte initiale de données se ressemblait beaucoup entre une travailleuse sociale et l'équipe de SPP outre les aspects plus médicaux. Puis, elle mentionnait aussi que ça pouvait, dans certains cas, créer des tensions un peu là, sur le fait qu'il y ait des travailleurs sociaux qui pouvaient sentir que l'équipe empiétait un peu sur leur territoire professionnel. Cependant, c'était pas quelque chose de partagé par la majorité. Là, la plupart considéraient pas que cette espèce de flou sur les ondes professionnelles était quelque chose de menaçant. On constate donc qu'à travers ce que les travailleuses sociales rapportent, c'est qu'elles reconnaissent la nécessité d'avoir ce flou-là, puis de s'adapter au contexte, puisque ce sont des situations complexes. Euh, Elles parlent donc du fait qu'au quotidien, leur place, c'est quelque chose qui se négocie, mais que c'est normal. Donc, on a un exemple ici d'Emma qui parlait que avec l'infirmier en santé mentale, parfois son rôle pouvait
se ressembler. Donc, il y avait souvent des discussions sur, dans cette famille-là, qui prenait la place, qui allait utiliser quel rôle, en fait. Euh, donc, c'est ça, pardon. Donc, c'est ça, elles reconnaissent la nécessité de partager les zones de savoir et de pratique pour le bien des familles et des enfants. Euh, Par contre, les travailleurs sociaux rapportent que cette délimitation des rôles-là se fait souvent de manière implicite. Donc, c'est rare qu'ils vont en parler clairement de moi, je fais ci, toi, tu fais ça. Ce qui peut être signe d'une souplesse, encore une fois, mais ça reste important, là, comme on le rappelait plus tôt, si on veut avoir une pratique de qualité, une collaboration interpersonnelle de qualité, il faut quand même faire l'exercice de délimiter les rôles clairement quand ça crée des conflits. Puis il y avait aussi l'aspect que c'est souvent dans les contextes, pour ce qui est de la pratique en contexte hospitalier, c'était souvent les mêmes travailleuses sociales qui travaillaient avec l'équipe des SPP, donc ça a apporté une certaine fluidité dans leur intervention. Les travailleuses sociales ont mentionné d'autres facteurs à considérer pour la qualité de leur collaboration. Premièrement, elles ont parlé du fait que physiquement, souvent, leur bureau va être loin des autres professionnels, ce qui peut créer une barrière là, à la collaboration et aux échanges. Aussi, tout dépendant du milieu de travail, du département, c'était assez hétérogène de à quel point les travailleurs sociaux avaient l'occasion, dans des réunions, par exemple, de discuter avec des professionnels. Il y en a pour qui ça arrivait très rarement. Il y en a pour qui ça arrivait plus souvent, puis ça avait un impact sur la qualité de leur collaboration. Puis il y a le fait là, que la charge de travail est quand même grande. C'est un contexte qui peut avoir des urgences souvent, ce qui peut représenter une barrière à la collaboration, qui est un frein en fait aux échanges. Et il y en avait quand même plusieurs qui mentionnaient que leur collaboration était surtout en termes d'échange d'informations ponctuelles et non pas en termes de développer des solutions, des analyses interdépendantes. En ce qui concerne la compréhension des autres professionnels et des familles en lien avec le rôle des travailleuses sociales, donc selon la perspective des TS, elles considèrent qu'au fil des dernières années, il y a vraiment une amélioration de la compréhension de qu'est-ce qu'une travailleuse sociale peut faire. Par contre, c'est quelque chose qui se construit à travers le temps, puis à travers leur suivi. Donc, au début, souvent, c'est encore un peu le stéréotype de la travailleuse sociale qui est là pour des choses très pragmatiques, comme apporter de l'aide financière. Mais les travailleuses sociales sont conscientes qu'elles ont un rôle à jouer et que c'est quelque chose à dénouer qui se travaille, puis que ça se fait généralement assez bien. Donc, ici, il y a Kim qui mentionne toute l'importance de comment elle se présente. Euh, Ça va faire en sorte que ça va influencer comment les familles les voient. Dans ce contexte-là où les travailleurs sociaux négocient leur rôle en continu, la requête, la demande initiale devient une occasion de vraiment améliorer la compréhension de leur rôle puis co-construire leur rôle avec les autres. Donc, les travailleurs sociaux expliquaient qu'elles vont intervenir lorsqu'elles ont une demande de la part de l'équipe médicale, une demande d'intervention. Il va y avoir une négociation qui va se faire autour de ça. Donc, elle expliquait que ça peut arriver quand même fréquemment là, que les professionnels vont interpeller les travailleurs sociaux quand eux-mêmes se sentent impuissants par rapport à une situation où ils se sentent dans un contexte d'urgence où il faut faire quelque chose. Donc, ils vont avoir tendance à interpeller les travailleurs sociaux comme si elles avaient un peu une baguette magique pour régler des situations où on se sent dépassé. Donc, à ce moment-là, les travailleurs sociaux vont vraiment expliquer leur rôle et voir si c'est pertinent ou non d'intervenir et voir qu'elles pourraient faire. Et il y a aussi à ce sujet-là tout l'aspect du volontariat. Donc, elles interviennent dans un contexte volontaire. Les familles doivent vouloir euh, que la travailleuse sociale intervienne auprès d'eux. Donc, c'est quelque chose aussi à rappeler souvent aux équipes. Lorsque parfois, là, à travers ces échanges, ils vont réaliser que c'est davantage les professionnels qui ont besoin d'un soutien quand ils se sentent impuissants. Donc, c'est quelque chose qu'elles peuvent faire de manière ponctuelle. Pour les familles aussi, la requête devient une occasion euh, de, de comprendre, d'améliorer la compréhension de leur rôle. Donc, souvent, quand c'est pour des besoins plus
pragmatique, comme l'exemple que je disais là, de la demande d'aide financière, ben, ça va être une façon moins confrontante de s'introduire, puis par la suite, elles vont pouvoir introduire toutes les autres choses qu'elles peuvent faire pour les aider. Dans ce contexte-là, la demande c'est pas le simple reflet d'une vérité ou d'un besoin, mais c'est plutôt le résultat d'une coélaboration qui peut se comprendre à travers des relations, puis qui va permettre à chacun là, de statuer son rôle. Au sujet de le fait de se construire comme étant dans l'équipe interdisciplinaire ou à l'extérieur de l'équipe, on observe à l'intérieur des discours des travailleuses sociales, que ce soit vraiment là, d'une même travailleuse sociale ou entre les travailleuses sociales, qu'il y a une certaine tension entre se considérer dedans ou se considérer en dehors. Donc, on peut voir ici que Kim rapporte qu'elle sent que son opinion est valorisée, qu'elle est écoutée, qu'elle est intégrée dans l'équipe. Et Emma là, qui parle du fait que de son rôle de liaison, là, de vraiment s'assurer que l'équipe comprend bien les besoins de la famille, etc. Mais d'un autre côté, on va observer un autre type de discours, comme le Sarah relève ici, là, que ben, elle va dire aux familles qu'elle n'est pas nécessairement dans l'équipe médicale, qu'elle est à l'extérieur et qu'elle est là pour s'assurer là, que leurs besoins sont respectés. Ça peut sembler contradictoire comme ça, mais en fait, cette position-là qui change à travers le temps va leur permettre d'actualiser leur rôle, puis peut aussi parfois s'aider là, à s'affirmer dans des désaccords. Au sujet de la place de l'enfant et de la famille, les travailleurs sociaux ont vraiment parlé du fait que pour eux, les parents ont un rôle central dans leur pratique, dans leurs interventions. Ce qui est en cohérence avec le fait que je mentionnais plus tôt, là, que souvent, officiellement, c'est ça leur mandat, c'est d'intervenir auprès des familles. Et pour elles, ça passait beaucoup par assurer leur implication. Donc, s'assurer que ils soient au courant qu'ils sont experts de leur situation, s'assurer que ils sont pas trop intimidés par le contexte des soins, qu'ils ont une voix à travers ça, les aider à naviguer à travers leurs émotions, etc. Au sujet de l'enfant, il n'y a aucune travailleuse sociale qui en a parlé par elle-même d'emblée. Quand elles ont été questionnées là, sur la place de l'enfant dans leur pratique, elles ont mentionné que c'était très important pour elles de protéger l'enfant dans son intérêt. Surtout que la plupart des enfants, euh, dans le contexte des SPP, ont des handicaps. Ce qui fait en sorte là, qu'elle disait que elle pouvait parfois informer l'enfant de certaines situations, beaucoup dans le but d'avoir le ressenti de l'enfant. Mais il y en a seulement une là, qui a parlé du fait de les impliquer dans les soins. Les participantes sont donc montrées sensibles à ne pas exposer inutilement les enfants à la souffrance, même si cela ça peut signifier là, de les tenir à l'écart des discussions importantes sur leurs conditions médicales. Donc, il y a quand même beaucoup de discours éthiques sur la question. Là. Donc, même s'il est vrai que les enfants vulnérables ont besoin de protection, il faut quand même demeurer vigilant. Donc, il ne faut pas oublier que les enfants demeurent des êtres moraux avec une voix. Donc, il y a peut-être une réflexion ici à faire à ce sujet. Maintenant, quelques limites de mon étude. Donc, comme vous l'avez constaté, j'ai un petit échantillon, pardon. Donc, c'est seulement 6 travailleuses sociales. Puis, on peut supposer aussi que celles qui ont répondu volontaires pour participer au projet, bien, c'est celles qui ont un intérêt particulier pour les SPP puis qui interviennent beaucoup avec les SPP. Donc, il y a peut-être certaines réalités qui sont pas couvertes ici. Le fait d'avoir eu des entretiens aussi avec seulement des travailleuses sociales, ça limite l'analyse au niveau des relations interdisciplinaires et tout ce qui touche aussi la question du pouvoir. Et finalement, l'organisation des équipes en SPP, je mentionnais plutôt que la plupart des travailleuses sociales n'étaient pas spécialisées en soins palliatifs pédiatriques et parfois ça peut créer une confusion dans leur réponse de comme, savoir qu'est-ce qui appartient vraiment au SPP et qu'est-ce qui appartient aux soins en général. Donc, une petite synthèse de mes résultats. Les travailleuses sociales ne se sentent pas bien préparées dans leur cursus scolaire à intervenir en contexte de mort et de maladies graves et particulièrement en contexte de pédiatrie. Elles négocient leur place au quotidien avec les autres professionnels dans un contexte où leurs rôles variés peuvent parfois être une source d'incompréhension.
En ce sens, chaque échange avec les collègues, les familles, que ce soit dans un contexte formel ou informel, va devenir une opportunité d'établir leur place, leur rôle. Et on constate là, que le travail interdisciplinaire, ben, ça demeure complexe et chaque professionnel devrait être bien préparé pour cela. Et finalement, les familles occupent une place centrale dans les soins pour la pratique des travailleuses sociales. Leur intervention va viser leur bien-être et la défense de leurs droits et libertés. L'enfant malade, quant à lui, est décrit comme une personne à protéger, puis semble occuper une position plus passive dans les soins. En guise de conclusion, je crois que c'est nécessaire de continuer à développer la formation tant en ce qui concerne les SPP que la collaboration interprofessionnelle. Puis les normes en termes de SPP datent un peu, donc ce serait probablement l'opportunité de les réviser en incluant vraiment tous les professionnels, puis notamment là, en réfléchissant à la question de la sexualité de l'enfant et de la famille. C'est ce qui conclut ma présentation.